Je ne peux pas parler quand je lance l'enregistrement, c'est pour ça. Donc l'enregistrement est lancé. Pardon. Ok. Bon, bah alors, bonsoir à Sylvie et à tous ceux qui nous rejoindront par la suite ou qui nous verront nous gérer. Bah, je suis contente, bonsoir, je suis contente de vous retrouver parce que donc la semaine dernière, on n'a pas eu de direct. Euh, Par contre, c'est ce que je disais un peu dans le fil d'actualité tout à l'heure. C'est très très satisfaisant parce qu'il y a beaucoup d'échanges dans les discussions. Vous vous aidez bien les uns les autres et je voudrais en particulier remercier deux ou trois intervenants qui sont là très très souvent. Il y a Dirdir, il y a Janson, enfin, vous êtes plusieurs comme ça à vraiment vous investir beaucoup dans la réponse à ces discussions et je voulais vous en remercier. Ça fait maintenant 6 semaines complètes euh, qu'on suit ce MOOC et c'est un vrai investissement. Je vous en remercie. Voilà, donc cette semaine, du coup, on doit répondre, a priori, aux questions qui sont sur la semaine 5, qui s'appelait éléments de calcul matriciel, et la semaine 6, qui est le tout départ de la définition des fonctions numériques, de la variable réelle. C'est-à-dire qu'en fait, avec la semaine 5, on a terminé la première grosse partie de ce MOOC qui vous présentait tous les outils dont vous pouvez avoir besoin par la suite. Maintenant, on va commencer l'étude des fonctions en particulier, puis l'étude des intégrales, puis l'étude des équations différentielles, etc. Et on va utiliser les outils qu'on a vus précédemment. Alors, donc peut-être sur le calcul matriciel dans un premier temps. Est-ce que vous avez une question, puisque vous nous faites le plaisir d'être là ce soir, est-ce que vous avez une question en particulier sur laquelle vous souhaitez que je réponde? Ah, voilà quelqu'un d'autre qui nous rejoint. D'accord, l'inverse d'une matrice, oui, c'était ce que j'avais sélectionné moi aussi comme thème sur le calcul matriciel. Bonsoir à celui qui nous a rejoint, c'est FR512, qui est très actif aussi sur le forum. Je le remercie, sincèrement, enfin, dans les discussions. Je le remercie sincèrement parce que ça fait vivre le mot qui sait très bien. Vous aussi, je pense que c'est sur l'inverse d'une matrice que vous voudriez surtout qu'on revienne au départ sur le calcul matriciel. Une troisième personne nous a rejoint, Claire Ménard, si vous permettez que je vous appelle Claire. Donc, est-ce que vous êtes a priori tous d'accord pour qu'on commence par faire un petit retour sur la notion d'inverse de matrice pour commencer ce direct? Je vois pas d'opposition. Ok. Ah oui. Alors, je prends mon bloc-notes. Donc, je vais faire un partage d'écran, surtout si vous ne voyez pas apparaître. Ah, un problème. Ah, je me suis pas mis sur le bon appel. Pardon. Je reviens dans 2 minutes. Je vais plutôt quitter une minute parce que si je ne quitte pas, il va pas me
Excusez-moi, une semaine d'interruption et j'ai oublié qu'il fallait que je prenne ce navigateur-là. Donc, la notion d'inverse. Alors, normalement, vous allez voir apparaître mon tableau blanc. Si tu peux me confirmer, Guy, c'est bon? Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'inverse d'une matrice, c'est un objet tout à fait particulier, c'est une autre matrice. A, admet comme inverse, je vais mettre A-1 et l'inverse de A, si et seulement si A-1 fois A est égal à A fois A-1 est égal à l'identité. Ça, c'est la définition de l'inverse. C'est un peu comme l'inverse d'un nombre. 1/2 est l'inverse de 2, parce que quand je fais 1/2 et que je le multiplie par 2, ou que je prends 2 et que je multiplie par 1/2, j'obtiens 1. Mais, étant donné la particularité du produit matriciel, ça implique un argument très fort, c'est que nécessairement A est une matrice carrée. Parce que pour pouvoir faire l'opération ici A-1 A, il faut que le nombre de lignes de la matrice A-1 soit égal au nombre de colonnes de la matrice A. De même, il faut que le nombre de lignes de la matrice A soit égal au nombre de le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice A-1. Donc, il faut en fait que A et A-1, elles aient toutes les deux même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Donc, un inverse ne peut exister que dans le cas où A est carré. Et même si A est carré, l'inverse de A n'existe pas nécessairement tout le temps. Il existe seulement si j'arrive à trouver ça. Alors, comment est-ce que je peux faire du coup pour le trouver? Alors, il y a un outil pour savoir au départ si la matrice est inversible ou pas. C'est ce qu'on appelle le déterminant, mais ça ne fait pas partie de ce cours-là. Mais si vous avez déjà entendu parler de la notion de déterminant, oui, on peut calculer un nombre qui s'appelle le déterminant de la matrice, quand la matrice est carrée, évidemment. Et si ce nombre est non nul, eh bien la matrice est inversible. Si ce nombre n'est pas non nul, si ce nombre est nul, la matrice n'est pas inversible. Donc on a un outil pour savoir. Mais l'autre façon de faire, c'est d'essayer de calculer. Et de se dire, est-ce que j'arrive à trouver A-1 ou pas? Je vais pour cela supposer que j'ai un système AX égale B, où A est une matrice carrée, ici. J'ai un système AX égale B, et je vais me dire, voilà, si A est inversible, et que je multiplie à gauche par A-1, A-1 AX va être égal à A-1B. Parce que c'est comme dans toutes les équations, quand je multiplie le membre de gauche de l'équation par quelque chose, il faut que je multiplie le membre droit de l'équation par la même chose. Pour que ça reste équivalent. Dans ces cas-là, vu que A-1 A, c'est l'identité, ça fait l'identité de X égale A-1B. Mais l'identité de X, puisque c'est la fonction identique, est X. Donc, je vais avoir le système AX égale B est équivalent au système X égale A-1B, c'est-à-dire le système AX égale B a une solution unique grand X égale A-1B, si et seulement si A-1 est inversible, si je sais le calculer. Alors du coup, eh bien, je vais
me dire que j'aimerais bien pouvoir trouver cet A-1. Comment je vais le faire? Je vais le faire en utilisant les opérations qu'on a vues. Alors, j'ai plus ma main. Comment je fais pour monter, descendre? Attendez, elle doit être sur le côté. Voilà. C'est que j'avais pas mon écran bien centré. Je vais essayer de le faire en disant je vais tenter de résoudre le système AX égale B en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Donc, en utilisant les 3 opérations élémentaires, la première, c'est ce qu'on appelle les permutations. Je permute une ligne I et une autre ligne J. Ça, je ne change pas le système, ça veut simplement dire que je change l'ordre dans lequel je regarde les équations. Deuxième type d'opération, je prends une ligne et je la remplace par un multiple de cette ligne. Par exemple, j'ai 3x égale 3, je vais dire c'est équivalent à x égale 1. Je vais tout diviser par 3. Je n'ai pas changé l'équation non plus. Je n'ai pas changé le système. Et puis, troisième type d'opération, je remplace une ligne I par cette ligne-là, plus un multiple d'une autre. C'est-à-dire que je rajoute aux informations qui étaient dans la ligne I les informations qui sont dans la ligne J. Je ne perds pas d'informations. Je les redis à un autre endroit. Du coup, je ne modifie pas mon système. En utilisant ces 3 types d'opérations-là, je vais essayer de passer du système AX égale B au système X égale A-1B. Alors, ça, c'est des opérations sur les lignes. Et ça, c'est des opérations sur les matrices. Donc, on a ce qu'on appelle des matrices élémentaires qui vont nous dire faire une permutation de la ligne I par la ligne J, par exemple. Faire une permutation, pardon, de la ligne I et de la ligne J. C'est quoi? Eh bien, ça va être, par exemple, dire j'ai une matrice 3, 3 qui est 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Si je veux permuter la première et la deuxième ligne, ça veut dire que je veux qu'en première ligne, j'obtienne les éléments de la deuxième ligne. Donc, je vais multiplier par 0, 1, 0. Si je fais ça, par définition du produit matriciel, j'aurai bien ici, dans le résultat en première ligne, 2, 2, 2. Et puis, si je veux récupérer la première ligne, il faut que je la mette ici, en deuxième ligne. Donc, il faut que je multiplie à gauche par 1, 0, 0. Donc ici, je vais mettre 1, 1, 1. Et j'ai bien permuté les 2 lignes qui étaient là. La troisième ligne, je ne veux pas la changer, donc je laisse 0, 0, 1. Et je garde 3, 3, 3 ici, par définition du produit matriciel. Donc les permutations de lignes, c'est facile, c'est simplement, j'ai une matrice identité en fait au départ, je dis je veux échanger la ligne 1 et la ligne 2 dans la matrice identité. Deuxième type d'opération, toujours sur la matrice 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Je veux par exemple diviser la deuxième ligne par 2. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire la première ligne, j'y touche pas. La troisième ligne, j'y touche pas non plus. Et la deuxième ligne, eh ben, je multiplie tout par un demi. Pardon, je n'ai pas besoin de multiplier tout par un demi. Je multiplie
toute la ligne par 1,5, c'est la deuxième, donc je fais 0, 1,5. 0 fois la première ligne, 1,5 fois la deuxième, et 0 fois la troisième. À la sortie, ici, j'obtiens bien la première ligne qui n'a pas bougé, la deuxième qui est divisée par 2, et la troisième qui n'a pas bougé. Et puis enfin, une sorte de mélange des deux, si je peux me permettre d'exprimer comme ça. Si je veux faire toujours sur ma matrice 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, je veux dire, je veux mettre la deuxième ligne à 0 par exemple. Donc je veux dire la deuxième ligne, c'est la deuxième ligne moins 2 fois la première. Eh bien, je vais prendre une matrice à gauche qui sera la première ligne, je n'y touche pas. La troisième ligne non plus. La deuxième ligne, il faut que je prenne la deuxième. Donc je vais mettre un 1 en deuxième colonne. Et il faut que je fasse moins 2 fois la première. C'est bon. Du coup, ici, je vais avoir 1, 0, 0, donc 1, 1, 1 ici. Moins 2 plus 2, 0. Moins 2 plus 2, 0. Moins 2 plus 2, 0. Et puis la troisième ligne que je récupère. C'est-à-dire que les trois types d'opérations élémentaires qui sont là, je sais les remplacer par des produits à gauche sur les matrices, en utilisant des matrices élémentaires que je construis comme ça à partir de la matrice identité. Est-ce que jusque-là, ça va? Je vais retourner sur mon direct pour voir avec vous si vous me répondez. C'est bon? Il semblerait. Ok. Alors, comment est-ce que j'applique ça au calcul de l'inverse? Alors, je vais repartager. Ah, alors, FR512 a perdu la connexion durant 10 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire la dernière chose que vous avez vue, s'il vous plaît, qu'on vous réexplique? Bon, au moins c'est clair. Il n'a rien vu du coup. Est-ce que tu pourrais reprendre vite fait depuis le début? Ouais. Alors, pardon, faut que je refasse mon partage d'écran parce que sinon, ça va pas être. Je vais faire vite. Vous m'arrêtez Voilà, quand il y a un souci. voilà, on va passer vite. Hein, désolé de ne pas reprendre complètement comme avant, mais on va avancer pour l'enregistrement et pour l'autre. Ça m'arrive à moi aussi d'avoir des problèmes d'écran, malheureusement, de connexion, malheureusement. Je comprends le problème. Donc, alors, Guillaume, est-ce que tu peux faire le relais vocal parce que moi je vois le tableau blanc. Oui, Est-ce bien sûr. qu'on est bien d'accord que résoudre, avoir un inverse, c'est équivalent à ce que le système AX égale B ait une seule solution X égale à moins 1B? Est-ce que ça, je peux éviter de le reprendre? Oui, c'est tout bon. Ok. Donc, on va essayer de résoudre le système X égale à moins 1B à partir des opérations élémentaires de l'élimination de Gauss. Ces opérations élémentaires, elles sont au nombre de 3. Il y a la permutation des lignes, la multiplication des lignes par une constante, ou bien le remplacement d'une ligne par elle-même plus un multiple d'une autre ligne. On est d'accord là-dessus? Toujours bon. Ok. Donc,
ces opérations élémentaires afin de trouver l'inverse de la matrice. On va les modéliser, les écrire comme des produits matriciels. Alors, pour écrire une permutation, par exemple ici, si je veux permuter la ligne 1 et la ligne 2, je vais multiplier à gauche par cette matrice-là. Alors, c'est une matrice identité dans laquelle j'ai permuté la première et la deuxième ligne. De telle sorte que, en faisant le produit ici, dans le résultat, je récupère 0 fois la première ligne, 1 fois la deuxième, 0 fois la troisième. Et en deuxième ligne dans le résultat, je récupère 1 fois la première ligne, 0 fois la deuxième, 0 fois la troisième. Et la troisième ligne, eh bien, c'est simplement 0 fois la première, 0 fois la deuxième, 1 fois la troisième. Donc la permutation, c'est une multiplication à gauche par une matrice de ce type-là. De même, le remplacement d'une ligne, en l'occurrence la deuxième, par un multiple de la deuxième, c'est-à-dire la moitié fois la deuxième, c'est je touche pas la première ligne, donc je laisse 1, 0, 0. Je touche pas la troisième non plus, 0, 0, 1 en troisième ligne. Mais par contre, en deuxième ligne, je veux un demi de la deuxième. Donc, je prends pas la première, je prends un demi de la deuxième et je prends pas la troisième. Et enfin, si je veux faire L2, par exemple, moins 2L1, le troisième type d'opération, toujours pareil, la première et la troisième ligne, je n'y touche pas, donc 1, 0, 0 en première ligne, 0, 0, 1 en troisième ligne. Et pour la deuxième ligne, ce qui va être dans le résultat en deuxième ligne, je vais prendre une fois la deuxième ligne, donc je vais avoir un 1 en deuxième colonne ici, et moins 2 fois la première ligne, donc je vais avoir un moins 2 en première colonne ici. Est-ce qu'on est bon? Guillaume? Oui, c'est tout bon. Il faut le temps de la réponse maintenant. Ah ok. Non, non, je sais parce que je t'entendais plus. Ok, très bien. Alors, puisqu'on Il n'y a a pas de partage toutes d'écran. ces opérations... Il n'y a pas de partage Oui, d'écran. je viens de... D'accord. C'est parce qu'en fait, je vais refaire un partage d'écran, mais avec le logiciel Maple, parce que j'ai préparé un petit exemple où vous allez voir comment les opérations successives s'enchaînent, et vous allez voir comment à la fin, on trouve finalement l'inverse. Alors, je vais partager à nouveau l'écran là maintenant, si il veut bien. Voilà. Je vais retourner ici et je vais chercher mon Maple qui doit être là. Est-ce que vous lisez ou est-ce que vous lisez pas suffisamment? C'est un poil petit peut-être. C'est un poil petit. Je vais essayer d'agrandir un peu. Comme ça, c'est mieux. Parfait. Alors, voilà par exemple ma première matrice ici en haut à gauche que j'ai appelée M. C'est une matrice qui a des 0, des 1 et des moins 1. Bon, c'est une matrice 4-4 parce que j'ai pas voulu prendre un truc trop petit pour que vous voyez ce que ça donne. Cette matrice M, il faut imaginer donc qu'elle fait partie d'un système et que j'essaye en fait de résoudre. Vous voyez de nouveau le tableau blanc là? Oui. J'essaye de résoudre grand MX égale B. Et je veux arriver à, grand X égale M-1B, puisque je veux
résoudre le système. Donc, je veux que, en fait, le M qui était là devienne, en quelque sorte, le 1 des matrices, c'est-à-dire une identité. Donc, je veux faire toutes les transformations qui vont me permettre de passer de M à l'identité, tout en gardant un système équivalent. C'est-à-dire que je vais, quelque part, noter toutes les opérations élémentaires qui se passent ici pour les répercuter ici. Ça va? C'est clair? Oui, c'est clair. Alors, ma matrice M, donc, elle est là, et je veux, à la fin de mon travail, arriver à une identité qui est ici. Tout ça en faisant uniquement des opérations élémentaires, donc tout ça en faisant uniquement des produits à gauche par une autre matrice. Alors la première chose que je vais faire si je veux obtenir une matrice identité, c'est que je vais dire il faut que le 1 qui est en deuxième ligne ici, il remonte à la place du 0 qui est en première ligne ici. Donc je vais faire une permutation. Pour ça, je vais dire je prends en première ligne la deuxième, 0, 1, 0, 0. Je prends en deuxième ligne la première, 1, 0, 0. Et la troisième et la quatrième ligne, je n'y touche pas. Et je fais le produit matriciel, c'est comme ça qu'on l'écrit en Maple, hein, éval M, j'évalue la matrice. Je fais le produit matriciel, P1 fois la matrice que j'avais au départ. Voilà ce que ça me donne. Effectivement, j'ai échangé la première ligne et la deuxième ligne est passée en première, la première est passée en deuxième, les autres n'ont bougé. Je continue. Maintenant, si je veux une identité, il faut que le moins 1 qui est ici, celui-là, il devienne un 0. Comment est-ce qu'il peut devenir un 0? Eh bien, c'est en ajoutant à cette quatrième ligne la première ligne. Comme ça, je vais rien changer. Je vais avoir moins 1 plus 0, plus 1, pardon, ça va me faire 0, mais je ne toucherai pas aux deux autres lignes qui sont là. Alors, faire la quatrième plus la première, c'est dire en quatrième ligne, je prends une fois la première, 0 fois la deuxième, 0 fois la troisième, une fois la quatrième. Évidemment, les trois premières lignes, je n'y touche pas. Donc, je fais comme si j'avais une identité au départ. Et je calcule cette matrice-là multipliée par la matrice que j'ai là-haut, qui est en fait déjà l'enchaînement de P1 fois M. Donc, E2 fois P1 fois M. Je calcule, ça me donne une première colonne avec 1, 0, 0, 0. Donc, je commence à avoir ma matrice identité. En tout cas, sa première colonne. Pour avoir la deuxième colonne, il faut juste que je mette un 0 ici. C'est-à-dire que sur la première, la deuxième et la quatrième ligne, je ne fais rien, je laisse une identité. Par contre, sur la troisième ligne, je fais moins une fois la deuxième pour avoir un moins 1 ici qui va s'ajouter au 1 ici de la troisième. Donc moins une fois la deuxième plus une fois la troisième et la quatrième, je n'y touche pas. Et à nouveau, je calcule mon produit et vous voyez que j'arrive ici. Là, j'ai presque une identité, sauf que la quatrième ligne, il faudrait qu'elle soit en troisième et c'est réciproquement. Bah, c'est pas grave, je fais une permutation. Je permute troisième ligne et quatrième ligne. Ici, je mets la quatrième dans la troisième ligne et grâce à cette ligne-là, je mets la troisième dans la quatrième. Ça me donne ça. Pour obtenir une vraie identité, il faut que les deux qui sont là, je les fasse disparaître. Comment je vais les faire disparaître? Je vais les faire disparaître en divisant par 2 la ligne 3 et la ligne 4. Alors là, j'ai un peu triché parce que normalement, il faudrait faire une première matrice 1, 1, 1 demi, 1 et puis une autre matrice 1, 1, 1, 1 demi. Bon, j'ai tout mis ensemble pour juste gagner une étape dans mon processus. Et j'arrive sur cette matrice-ci, qui est presque une matrice identité. C'est une forme échelonnée qui a que des 1 sur la diagonale. Mais il me reste encore un 1 et un moins 1 là-haut, ben, qu'à cela ne tienne. Le
premier moins 1 qui est là, je vais le faire partir en disant que la deuxième ligne devient la deuxième plus la quatrième. Donc la deuxième ligne devient la deuxième plus la quatrième. Je fais mon produit, ça marche bien. Et enfin, pour faire disparaître le dernier 1 qui est là, il faut que je fasse la première ligne devient la première moins la troisième. Première ligne devient la première moins la troisième. Je calcule, je suis passé d'une matrice M initiale à une matrice identité. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les opérations élémentaires que j'ai faites, d'abord P1, puis E2, puis E3, puis P4, puis R5, puis E6, puis E7, eh bien en fait, elles m'ont donné une matrice qui est telle que quand je fais M-1 fois M, ça me donne l'identité. Donc, je vais calculer ce produit-là, c'est 0, 1 demi, 0, moins 1 demi, etc. Et si je vérifie avec le logiciel, effectivement, c'est bien l'inverse de M. Je retrouve bien exactement la même chose. Donc, en résolvant simplement mon système linéaire par la méthode d'élimination de Gauss, j'ai réussi à trouver relativement facilement. Hein. Vous voyez, j'ai multiplié, c'est des opérations sur les lignes simplement. C'est pas compliqué, c'est uniquement du produit matriciel. Les logiciels, ils savent très très bien faire sans erreur, sans aucune erreur. Hein. J'ai trouvé mon inverse de matrice. Est-ce que c'est plus clair? Ok, c'est parfait. Alors, si vous regardez dans des ouvrages plus avancés sur le calcul matriciel, vous verrez effectivement, donc comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez encore là, qu'il y a un outil particulier pour, avant de se lancer dans les calculs, savoir si on a un inverse ou pas, c'est ce qu'on appelle le déterminant. C'est un nombre qui, quand il est nul, nous dit que l'inverse n'existe pas, et quand il est non nul, nous dit que l'inverse existe. Donc, quand le déterminant est non nul, on peut se lancer dans le calcul de l'inverse. Il y a aussi d'autres formules qui permettent de calculer directement l'inverse en utilisant des comatrices, des choses comme ça. C'est très très calculatoire. Ça utilise la notion de déterminant. Donc, ça existe, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Mais on l'abordera pas dans ce MOOC. Par contre, toujours pareil, hein, si alors plutôt sur le site de Villemain, si vous voulez avoir des informations dessus, vous trouverez des informations dessus. Voilà, sur le calcul matriciel, je pense que c'était le gros souci. Je ne crois pas avoir vu d'autres questions particulières. Il y a autre chose que vous vouliez qu'on aborde? Ok. Alors, peut-être on passe sur les fonctions du coup. Sur les fonctions, je me souviens plus ce que j'ai vu comme question. Pourquoi il m'a déconnecté? C'est intéressant ça. Alors, sur les fonctions, si j'affiche la discussion. Au sujet de la continuité. Alors, on peut parler un petit peu de continuité si vous voulez. Alors, je retourne sur mon tableau blanc. Oui, ça leur va.
Donc, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc, hop. La continuité. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que pour nous, une fonction, c'est simplement une sorte de boîte noire. On lui donne à manger un antécédent, x. Il y a la fonction f. Ça passe dedans. C'est une formule qu'on applique. C'est un résultat d'expérience. C'est je sais pas quoi. C'est un procédé quelconque. X, il sort une image f de x. C'est un procédé complètement déterministe. C'est-à-dire que je peux lui rentrer 20 000 fois le nombre x. Si c'est la fonction f qui agit, elle me ressortira 20 000 fois le nombre f de x. Du coup, on va s'intéresser aux fonctions f de x qui sont, aux fonctions f, pardon, qui sont définies par des formules. Parce que on fait des maths et que c'est bien plus pratique d'avoir une formule pour calculer que de faire des mesures ou quelque chose comme ça. Donc, on va parler de fonctions définies par des formules et donc on va avoir des choses du type f de x égale 2x plus 7x2 plus 3 sinus x, etc. divisé par x carré plus 1. Voilà, je sais pas, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez combiner autant d'opérations algébriques, de calculs que vous voulez, et vous allez former une formule. Cette fonction, elle a forcément ce qu'on appelle un domaine de définition. Son domaine de définition, le domaine de f qu'on indique en indice, c'est simplement l'ensemble des x réels, parce qu'on parle des fonctions numériques réelles. Donc c'est l'ensemble des x réels tels que f de x existe. C'est ça le domaine de définition. C'est-à-dire que si par exemple je prends f de x qui est 1 sur x, étant donné que je ne sais pas diviser par 0, le domaine de f, ça va être r privé de 0, c'est-à-dire r étoile. Je vais toujours pouvoir calculer 1 sur x, mais pas pour x égale 0. Si je prends f de x qui est racine de x, une racine carrée pour un réel, eh bien, il faut forcément que le x y soit positif. Je ne sais pas calculer dans les réels la racine d'un nombre négatif. Dans les complexes, oui, je sais. Mais dans les réels, je ne sais pas faire. Donc, du coup, je vais définir des domaines de définition comme ça. Ceci étant dit, je vais donc essayer d'étudier ma fonction sur l'ensemble de son domaine de définition pour avoir une idée de comment ça se passe, comment ça varie. Est-ce que ma fonction, est-ce que je peux, par exemple, la tracer en continu, ou bien est-ce que je suis obligée de faire des sauts comme ça pour la tracer? Alors, si j'ai fait ça, ça veut dire qu'en gros, j'ai mis, pardon, j'ai perdu, j'ai mis des axes, hein. J'ai mis un repère, par exemple, ici et là, et puis, par exemple, ici, pardon. Non, je voudrais pas que ça accroche. Voilà, ici et là. L'axe horizontal, c'est celui qui
porte les X, c'est celui qu'on appelle l'axe des abscisses, il porte les antécédents, et l'axe vertical, c'est celui qui porte les images, les F de X. C'est ce qu'on appelle aussi l'axe des ordonnées. X antécédent ou abscisse et F de X, image ou ordonnée. Ici, je vois bien que par exemple, ça pourrait être la fonction 1 sur X, elle n'est pas définie en 0. Je vois que là, j'ai pas de valeur pour X égale 0. Si je prends X égale 0, j'ai beau monter ou descendre, je ne vais pas croiser la représentation de la courbe. Ici, j'ai une fonction qui semble être définie partout. Ça peut être un x3 plus quelque chose, je ne sais pas, enfin, ça peut être plein de choses. Alors, ces fonctions justement que je peux tracer sans lever le crayon, c'est ce qu'on appelle des fonctions continues. C'est-à-dire que quel que soit le point où je me place, si j'ai ici un point que je vais appeler A, si je me rapproche infiniment de A en venant vers la gauche, ou si je me rapproche infiniment de A en venant vers la droite, je vais obtenir comme image le point F de A qui est exactement ici. Que je vienne de la gauche ou de la droite, c'est strictement la même chose. On dit limite à gauche quand x tend vers A de f de x est égal à limite à droite quand x tend vers A de f de x est égal à f de A. Là, par contre, si je regarde en 0, si je tends vers 0 en venant de la gauche, je m'en vais vers moins l'infini. Alors que si je tends vers 0 en venant de la droite, je m'en vais vers plus l'infini. Donc, j'ai pas la même valeur et en plus, c'est pas une valeur fixe. C'est pas un nombre. Donc ici, c'est absolument pas continu. Là, c'est continu. Continu en un point, c'est ça. C'est quand je viens de la gauche ou que je vienne de la droite en allant vers A, j'arrive sur un réel qui est f de A. Ce qui veut dire en particulier qu'il faut que f de A existe. Donc pour être continu en un point, il faut déjà que la fonction soit définie en ce point. Ici, la fonction n'est pas définie en 0, elle n'a aucune chance d'être continue en 0. Elle n'y est pas définie. Mais même si elle était définie en 0, par exemple en électronique ou quoi, on voit souvent des fonctions comme ça. J'ai changé les couleurs, c'est pas grave. Il se passe rien jusqu'à 0. Pardon, il faut que je change la couleur. Il se passe rien jusqu'à 0. Et puis à partir de 0, mon signal il devient 1. C'est le principe de l'interrupteur. Il est éteint, j'appuie dessus, ça marche, ça laisse passer. Ici, ma fonction, elle est bien définie en 0. Hein. J'ai dit, à l'instant t égale 0, j'allume. Je fais marcher l'interrupteur. Donc là, ma fonction, elle est définie sur R en entier. Il n'y a pas de problème. J'ai bien une fonction définie pour tous les x. Et en 0, elle vaut 1. Mais, si je regarde f de x quand x tend vers 0 en étant plus petit que 0, c'est-à-dire je viens de la gauche et je me rapproche de 0, f de x, elle se rapproche de 0. Alors que de l'autre côté, si je reprends f de x et que je regarde vers quoi elle va
quand x se rapproche de 0 en étant plus grand que 0, c'est que je suis par là et je regarde dans ce sens-là en me rapprochant de 0, bah f de x, elle vaut 1. Et j'ai cette valeur-là qui est évidemment différente de celle-ci. 0 est évidemment différent de 1. Donc ma fonction, bien qu'étant définie au point 0, n'est pas continue au point 0. Ici, elle est définie et continue. Ici, elle est définie et non continue. Ici, elle est non définie. Elle n'a aucune chance d'être continue. Alors, j'avais vu une question sur, on dit continue en un point, donc c'est ces notions-là. Et ensuite, on dit continue sur un intervalle. Ben, c'est sur n'importe quel intervalle où vous allez vous placer. Là, par exemple, je prends sur moins 1 plus l'infini. Ma fonction, elle est discontinue sur moins 1 plus l'infini parce que elle n'est pas continue en 0. Il y a le point 0 là qui n'est pas continu. Par contre, celle-là, que je me mette en moins 1 plus l'infini, en moins l'infini plus l'infini, en moins l'infini 10, etc., elle est continue en chacun des points parce que je vais avoir cette relation-là qui va être vérifiée en tous les points. Donc, elle est continue sur l'intervalle. Elle est continue sur un intervalle si elle est continue en chacun des points de l'intervalle, même s'il y en a une infinité. Il ne faut pas que j'arrive à en trouver un seul pour laquelle elle n'est pas continue. Est-ce que je réponds aux questions sur la continuité? Ok. C'est parfait. Okay. Bien. Est-ce que il nous reste un petit peu de temps? Est-ce que vous voulez que j'aborde un autre point? Pas encore la dérivabilité, hein, on en parlera la semaine prochaine. Notion de dérivée, tout ça, on verra ça mardi prochain. C'est bon donc? Il semblerait. Dans le cours 6.6, vous parlez de fonctions bijectives. Oui. Ah, alors je vais revenir sur les fonctions bijectives. D'accord. Alors, je me reprends un petit partage d'écran. Voilà. Je remonte. Oups. Hop. Est-ce que vous avez mon tableau blanc? Oui. Alors, on a pris la définition d'une fonction qui est de dire à un x donné du domaine de définition, pardon, je ne sais pas si vous connaissez ce symbole-là, c'est pour tout. Je ne sais plus si je l'utilise. Pour tout x du domaine de définition, on est capable de trouver un y qui est f de x. Alors, si par exemple, je vais prendre 3 cas différents. Je vais faire 3 repères. Ils seront faits. J'ai, par exemple, une fonction f, c'est une droite. Pardon.
Il y a une pente donnée, elle passe pas par 0, c'est une fonction du type f de x égale à x plus b. J'ai une autre fonction, c'est un bout de parabole. Non, pardon, faut pas que je prenne un trait, que je prenne un crayon. Voilà. Pourquoi je suis pas obligée de la faire comme ça, je vais la faire comme ça. Et puis, j'ai une troisième fonction, c'est une sinusoïde. Alors, ces trois fonctions, je peux toutes les définir sur R en entier. Je peux toujours calculer l'image d'un point par un ax plus b. Je peux toujours calculer l'image d'un point par une parabole, un ax2 plus bx plus c. Et un sinus de x ou un cosinus de x, je peux toujours le calculer aussi. Par contre, ces fonctions, elles n'arrivent pas toutes au même endroit. Celle-là, son domaine d'arrivée, elle va donc partir de R et elle va arriver dans R en entier. C'est une droite. Elle vient de moins l'infini, elle va jusqu'à plus l'infini. Ici, si j'essaye de trouver le point qui est là, le plus bas dans ma parabole, et que je dis que cette valeur, c'est un nombre réel petit a, eh bien, je vais partir de R et je vais arriver sur A plus l'infini. Cette fonction-là, je vais, puisque c'est un sinus ou un cosinus décalé, peu importe, partir de R et arriver dans moins 1 plus 1, ce qu'on a vu dans la trigonométrie. Donc vous voyez que ces trois fonctions, tout en étant définies au même endroit, elles n'arrivent pas au même endroit. Et en plus, si je prends un nombre y qui est ici, sur l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. Ici, il va être l'image d'un et un seul point. Ici, il va être l'image de deux points. Le petit x qui est ici négatif et le petit x qui est ici positif. Et ici, il va être l'image de rien du tout, parce que visiblement, il est plus grand que 1. Eh bien, je vais dire que ma fonction est une bijection si, pour tout y appartenant du domaine d'arrivée de la fonction, il existe un unique x appartenant au domaine de définition tel que f de x soit égal à y. C'est-à-dire qu'ici, dans ce cas-là, je n'ai pas une bijection. Ici, dans ce cas-là, dans le cas 1, j'ai une bijection. Parce que quel que soit le y que je vais prendre sur l'axe vertical, je vais trouver un unique x dont y sera l'image. Ici, je n'ai pas une bijection. Parce que quand je prends par exemple ce y-là, j'ai trouvé deux images. Et moi, j'ai dit que pour avoir une bijection, il fallait que l'image... Je ne sais pas pourquoi il m'a affiché ça. Je ne sais pas si vous le voyez vous aussi.
vous voyez que l'image, il faut qu'elle soit unique. Donc ici, je ne peux pas avoir une bijection. Et ici, je n'ai pas non plus de bijection, non pas parce qu'il y en a un qui mais parce que si j'en prends un qui est là, bien dans le domaine de définition, hein, c'est pour tout Y du domaine d'arrivée, pardon, bien dans le domaine d'arrivée, pour tout Y du domaine d'arrivée, je ne vais pas trouver ni une ni deux images, mais je vais trouver une infinité d'antécédents à mon image qui est ici. Donc ça non plus, ce n'est pas une bijection. Une bijection, en fait, c'est un procédé qui dit à un X, j'associe un et un seul Y, et je sais aussi faire le chemin retour de façon précise. À ce Y, je sais recalculer le X qui lui correspondait au départ. Donc si je sais, si je sais faire à X, j'associe f de x que j'appelle y par une fonction f. Si j'ai une bijection, en quelque sorte, je sais faire le chemin retour. À y, je sais associer x, et ce x-là, je vais l'appeler l'image réciproque de y. Je vais avoir ici ce qu'on appelle une fonction réciproque. Si j'ai une bijection, je sais construire une fonction réciproque. Je sais faire le chemin inverse. À l'antécédent, j'associe l'image par f. À l'image, j'associe l'antécédent par la fonction réciproque que j'appelle f-1. Faites attention, le -1 qui est là n'est pas du tout le -1 qu'on a vu au début du direct sur l'inverse des matrices. D'accord? C'est pas, là, c'est la fonction réciproque. Alors ça a à voir, mais faites bien attention. Fonction réciproque, c'est à une image, j'associe un antécédent. C'est pas je fais 1 sur la fonction, par exemple. C'est ce que vous retrouvez sur vos calculatrices quand vous voyez sinus -1 écrit sur les calculatrices. C'est une aberration pour nous, mathématiciens français, parce qu'on n'écrit pas du tout comme ça. Nous, on écrit arc sinus. C'est la fonction réciproque de la fonction sinus. L'arc dont le sinus vaut. Voilà, mais ça c'est pour plus tard. Est-ce que j'ai répondu sur bijection? Ok, parfait. Très bien. Eh ben, c'est tout bon. Bien. Est-ce que vous avez une dernière question? Non. Bah, écoutez, on va arrêter là pour ce soir alors. Et puis merci, c'est très gentil. Ah bah bien sûr, c'est Alors, on vous donne normal. rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain. La notion de dérivée, c'est une notion qui est difficile et qui est très importante pour surtout la physique après, par la suite. Donc, bah, préparez vos questions, notez-les dans les discussions. Déjà, ça fait avancer un petit peu. Et puis, bah, la semaine prochaine, on en parlera sans souci. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à mardi prochain en direct. Et sinon, bien, dans les discussions. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée.